Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour, une fois de plus, l'interview d'Africa 24 qui reçoit, cette fois-ci, Rigobert Mabundu, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage au Congo. Soyez le bienvenu, monsieur le ministre. Merci, madame. Alors, nous allons essentiellement parler d'agriculture et pour ce faire, des questions sont posées sur cette table ou des mots. Je vous prie de lire la première question, s'il vous plaît. Première question, peut-on parler d'agriculture au Congo? Bien sûr. L'agriculture compte parmi les secteurs de la diversification de notre pays. Aujourd'hui, on peut parler d'agriculture avec des produits que nous arrivons nous-mêmes à produire sur place et d'autres que nous importons parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau suffisant pour satisfaire la demande nationale. Donc oui, on peut parler d'agriculture puisque nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons des cultures, nous avons des producteurs directs et nous avons de la production que l'on peut trouver sur les marchés. Effectivement, vous avez de la terre, hein, mais peu exploité tout de même. À peu près quoi, 2%? Ce sont des anciens chiffres qui vont bientôt être invalidés par le recensement général de l'agriculture que nous avons commencé, mais ça tournera toujours autour pour effectivement prendre la dimension de l'immensité du potentiel agroagricole, agroécologique dont on dispose encore. Mais croyez-moi, madame, justement c'est pour cette raison que nous arrivons d'une part à préserver une partie de ce patrimoine foncier parce que nous sommes dans le contexte du développement durable. Et d'autre part, nous essayons de mécaniser... Il y a de la marge tout de même, monsieur le ministre, bien sûr, entre la préservation et la sous-exploitation de ces terres cultivables. Il y a une grande marge, nous en tenons compte, mais vous savez, les générations se renouvellent de manière extraordinaire, surtout en Afrique, vous connaissez le taux de croissance. Et je disais, d'autre part, nous avons un projet de mécanisation qui nous permet justement d'aller valoriser des terres beaucoup plus importantes afin de satisfaire non seulement la demande nationale, mais aussi la demande internationale, parce que l'une des ambitions du Congo, c'est d'être aussi un exportateur net des biens alimentaires. Quel pourcentage du budget est alloué à l'agriculture qui est censée être la priorité des priorités au Congo? Oui, je vous vois venir à travers les orientations de Maputo, où il s'était agi de demander aux différents États africains, membres de l'Union africaine, de mettre 10% de leur budget dans l'investissement agricole. Et vous savez, c'est très relatif parce que je vais vous prendre un exemple. 10% de notre budget aujourd'hui, c'est plus de 300 milliards de francs CFA. Mais ce serait magnifique pour les agriculteurs et pour les Congolais qui pourraient consommer des produits locaux. C'est juste, madame, mais croyez-moi que dans les conditions de notre chaîne de la dépense, ce que nous appelons généralement la capacité d'absorption, il n'est pas possible aujourd'hui de les prendre totalement et de les investir à bon escient avec des possibilités de contrôle efficaces. C'est pour cela que ce dont on a besoin en soi, ce n'est pas tout à fait cet investissement sous cette forme-là. Ce dont on a besoin, c'est d'abord cette terre qui est disponible, c'est vrai. C'est ensuite une capacité, j'allais dire, d'intervention technique, ce que nous appelons la formation brute du capital, pour raccourcir la pénibilité du travail, pour raccourcir les délais qui vont de la production à la transformation, mais surtout pour réussir cette transformation, parce que lorsque vous allez sur nos marchés, vous allez vous rendre compte que les produits du cru sont nombreux. Et nous avons besoin plutôt des moyens qui ne sont pas simplement des moyens nationaux, mais qui sont aussi des moyens extérieurs, parce que nous sommes un pays ouvert. Mais justement, ce montant pourrait servir à acheter des machines, à aider les paysans qui se plaignent justement de ne pas avoir accès à certains moyens techniques. C'est ce que nous avons commencé à faire, mais nous allons à notre rythme. Je vais vous prendre un exemple, madame. Nous allons acheter beaucoup de machines alors que la capacité mécanicienne est faible. À quoi ça sert? On va y mettre certainement des milliards, mais qui à un certain moment seront jugés par le peuple, y compris l'Assemblée nationale et le Sénat, comme du gâchis. À quoi sert une machine qu'on va acheter et qui, par exemple, 2 mois après est complètement cassée, on ne peut pas l'utiliser parce que la capacité mécanicienne est faible. Donc nous menons tout cela de front. Les mécaniciens, bien sûr, mais nous formons au rythme. Et si vous achetez, par exemple, 10 000 machines agricoles aujourd'hui, on peut les mettre sur nos terres et les exploiter. Mais 10 000 machines, croyez-moi, à la date d'aujourd'hui où nous réalisons cette interview, nous n'avons pas suffisamment de mécaniciens pour entretenir un parc machine de 10 000. On n'a pas besoin de 5 ans pour former un mécanicien. Oui, mais voyez très bien que nous y allons avec des niveaux. Vous prenez par exemple... On prend le rythme. S'il y a 2 ans, vous avez commencé les formations, aujourd'hui, les mécaniciens seraient prêts. Nous avons commencé des formations. Nous sommes très avancés, madame. Ah bon? Nous avons déjà les centres de mécanisation d'Oyo, d'Étoili, de Bouansa, de Dolizy. Nous sommes en train d'en ouvrir ici à Sibiti et nous allons en ouvrir à... Et vous voyez que nous allons progressivement. Parce que je vous rappelle, madame, que nous avons connu la mécanisation par le passé et nous avons lamentablement échoué. Et c'est pour cela que chat échaudé crée l'eau froide. C'est pour cela que nous remontons doucement avec le rythme qu'autorisent nos capacités d'intervention. Mais croyez-moi que c'est un souci très important
important pour le président de la République. C'est d'ailleurs sur son instruction que ce programme de mécanisation a été mis en route pour que, comme je vous ai dit, nous limitions la pénibilité du travail, mais surtout que nous augmentions nos rendements. Une autre problématique, celle de l'octroi de microcrédits, par exemple, à ces paysans. C'est-à-dire que même ceux qui veulent, qui font preuve d'initiative, semblent dire qu'ils ne sont pas vraiment aidés pour le faire. Oui, ils ont des raisons de le dire, madame, parce que là aussi nous remontons doucement. Vous savez, nous sommes dans une économie qui est devenue une économie libérale. Et les gens ont tendance à penser que les vieux clichés continuent de fonctionner, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit totalement investir et lui seul dans l'agriculture. Nous nous évertuons à faire comprendre que depuis 1991, lorsque nous sommes sortis de la conférence nationale souveraine, nous avons libéralisé tous les secteurs. Le Congolais privé, l'entreprise privée, l'État ont tout à fait la possibilité d'investir dans ce secteur. Mais nous constatons quoi en matière de financement? Que le secteur bancaire, les institutions financières bancaires tardent à financer l'agriculture. Vous aidez moins les paysans, les banques aident moins les paysans, donc au final... Non, nous avons trouvé une solution qui pour moi est une solution intermédiaire parce que le président, constatant cette sorte de vacuité des institutions financières dans le secteur agricole, a mis en place un fonds de soutien agricole qui, celui-là, est prioritairement destiné aux gains petits. Et les gains petits chez nous, ce sont les paysans, parce que nous plafonnons les crédits que nous faisons à l'endroit de cette population cible que je viens d'indiquer pour lui permettre effectivement de pouvoir avancer. Vous savez, je peux même vous dire qu'au départ, c'était des subventions. Le président avait demandé que nous fassions des subventions. Mais parfois, les Africains, ils sont ce qu'ils sont. Vous donnez des subventions, au départ, c'est un projet agricole, après, ça devient un projet immobilier, après, ça devient un autre projet. C'est pour cela que le président a demandé que désormais, cela devienne des crédits. Et quand ça devient des crédits avec cette obligation de remboursement, croyez-moi qu'il y a très peu de monde qui se bouscule à la porte. La quête suivante, s'il vous plaît, monsieur le ministre. C'est l'importation. Importation. Alors, combien de milliards de francs CFA le Congo dépense-t-il chaque année en importation de produits qui pourraient éventuellement être produits localement? Ce sont des chiffres qui varient selon les sources. Mais aujourd'hui, on est entre 80 et 150 milliards. Je ne peux pas vous préciser le chiffre parce que selon que vous passiez de la direction générale du plan à la Banque centrale, les chiffres ne sont pas... Mais enfin, que ce soit 80 qui se trouve être la bonne inférieure ou 150 la bonne supérieure, nous considérons que c'est trop. Est-ce que vous vous rendez réellement compte de la cherté de la vie pour le Congolais moyen? Absolument, madame. Mais voyez, mais comme j'aime à le dire, à qui la faute? Vous savez, j'aurais pu vous dire que ce pays a une tradition de fonctionnaires. Nous étions la capitale de la France libre. Les gens préfèrent s'impliquer dans le salariat plutôt que dans l'autonomie de ce que nous appelons l'économie sociale. Et c'est pour cela que vous avez même dans nos villages plein de jeunes qui, au lieu plutôt d'aller valoriser les terres dont les familles sont propriétaires, attendent un emploi salarié. Ils n'ont parfois pas de financement, on en a parlé tout à l'heure, pas de crédit. L'État n'incite pas véritablement à mettre fin à l'exode rural. Quel intérêt ont-ils de revenir dans leur village pour cultiver la terre? Il y a plusieurs raisons pour cela, madame. Vous voyez, d'abord, nous avons un pays qui est aujourd'hui désenclavé, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Vous voyez, nous sommes ici à Sibiti, les conditions dans lesquelles nous travaillons sont telles que même parfois dans certains quartiers de Brazzaville, ce n'est pas possible. 2, nous avons ce fonds de soutien à l'agriculture que nous avons mis en place pour ces populations, surtout les jeunes qui sont en campagne et qui peuvent donner leur possibilité de rentrer dans ce secteur. Nous avons la réforme foncière qui permet aux jeunes, et je l'ai toujours dit, d'accéder à des terres. Par exemple, tout le long de nos routes nationales, vous avez les emprises sur 300 mètres, c'est du domaine public. Et si mon collègue des affaires foncières l'a fait, c'est pour permettre l'accès libre aux jeunes sans condition de ces différentes terres. Nous avons la mécanisation agricole. Donc vous avez tout ça et vous ne parvenez tout de même pas à les convaincre? Ah mais parce qu'il y a un problème de pédagogie maintenant qu'il faut faire. Vous voyez comme je vous ai dit... C'est votre problème? Ah oui, ça c'est vraiment mon problème. Et j'ai m'égosille, je suis l'un des ministres les plus présents en campagne parce qu'il faut parler à ces jeunes. Vous savez, les traditions qui nous enchaînent dans nos têtes, qui sont parfois culturelles, nous empêchent d'être à la disposition de ce qui est à notre portée. Monsieur le ministre, on va terminer avec la question Joker qui va clôturer cette interview. L'agriculture a échoué au Congo parce qu'on a voulu en faire une affaire d'État, disait un homme politique congolais. Depuis que nous sommes sortis de la conférence nationale, madame, le secteur a été libéralisé. Ça, c'est de 1. De 2, compte tenu effectivement du caractère erratique du marché pétrolier, nous avons fait d'un certain nombre de secteurs, des secteurs prioritaires de la diversification de l'économie. Mais ça n'a pas fonctionné, monsieur le ministre. Non, mais ça fonctionne, madame. Vous voyez que si vous regardez les documents qui sont faits non seulement par notre propre pays, mais aussi par la communauté internationale, vous allez vous rendre compte que la part
de l'agriculture dans le produit intérieur brut est en train d'augmenter, même si c'est petit à petit, mais cela augmente. Lentement. Mais alors, madame, vous êtes aux affaires depuis un certain nombre d'années, tout de même. Je vais vous donner 4 exemples, madame. Le premier, c'est la modernisation de l'agriculture. Le symbole de la modernisation de l'agriculture, ce sont les moissonneuses-batteuses. Il y a 10 ans, elles n'existaient pas. Nous en avons maintenant dans le pays. Combien? Il y a des produits que nous importions et que nous n'importons plus. Vous voyez, aujourd'hui, le manioc, nous avons stabilisé le marché. C'est un produit de base du système alimentaire congolais. Le maïs, que nous importions de partout pour l'aliment de bétail, aujourd'hui, nous n'importons plus. À la date où nous parlons, nous avons même, dans le cas de l'investissement direct à l'étranger, les Sud-Africains qui ont encore un peu plus de 1000 tonnes qui n'arrivent pas. Alors justement, vous allez continuer à donner des terres congolaises aux entreprises, par exemple, étrangères pour... Et pas seulement aux entreprises étrangères, j'ai aussi aux Congolais. Le troisième exemple, c'est celui effectivement de tous ces investisseurs, et qui sont nombreux, nationaux et internationaux, qui s'investissent dans l'agriculture. Et le dernier exemple, ce sont ces jeunes dont je vous parle, qui sont de plus en plus nombreux à frapper à notre porte. Donc vous voyez, on ne peut pas dire qu'on a échoué parce que nous sommes dans un processus où, comme je vous ai dit, de plus en plus de produits nationaux, produits par les Congolais, se trouvent sur les marchés. Mais vous auriez pu faire plus. Bon, bien sûr que quand on est un politique dans un secteur avec une responsabilité que le président de la République vous confie, vous avez toujours une ambition, des objectifs que vous vous donnez à court et à moyen terme, et même à long terme. Et quand pour des contraintes, par exemple, budgétaires, pour des problèmes qui peuvent être liés à des contraintes parfois naturelles, parce qu'ici, nous avons connu des années où, par exemple, en termes de sécheresse, il y avait énormément de problèmes. Quand on a toutes ces contraintes qui sont indépendantes de la capacité qu'on peut mettre en place pour faire avancer le secteur... Vous n'avez pas tant de contraintes que ça, monsieur le ministre. Il y a beaucoup de contraintes, madame. Par exemple, j'ai tout dit que si l'agriculture aujourd'hui n'arrive pas à bien prospérer, c'est parce que la quantité de travail que nous mettons dans l'agriculture n'est pas suffisante. Là, c'est une responsabilité collective. Merci à vous, monsieur le ministre Rigobert Mabundu, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.